Je m'appelle Aurélie Dubois, j'ai 32 ans, et je dirige le domaine de la canne, une exploitation familiale de canards et d'oies, à Sainte-Livrade, près de Bordeaux. Ce jeudi matin-là, j'étais à mi-chemin de Bordeaux pour un salon professionnel de la filière lorsque j'ai réalisé que j'avais laissé le dossier de succession sur mon bureau. J'ai fait un demi-tour sec, les pneus crissant sur le goudron, et je me suis précipitée dans la maison. L'endroit était d'un calme mort, à l'exception du babyphone sur le comptoir de la cuisine, resté allumé depuis la veille où j'avais gardé mon neveu. J'ai figé net à l'instant où j'ai entendu la voix de papa crachoter à travers l'appareil, provenant de leur chambre à l'étage. Signe comme ça, et la banque n'y verra que du feu. 2 millions virés d'ici lundi, la dette de jeu envolée. Loïc aura ses 50 000 € pour se taire. Le chuchotement de maman est intervenu, hésitant, mais Aurélie. Elle est à Bordeaux toute la semaine. On doit faire vite. Mon pouls a cogné si fort que j'ai cru que les murs allaient trembler. J'ai appuyé sur « Enregistrer » sur mon téléphone, le cœur battant contre mes côtes. Ce que j'ai fait ensuite les a paniqués comme je ne l'avais jamais vu. Si cette amorce a mis un coup de frein à votre journée, mettez un like et abonnez-vous. Le chaos total arrive dans 30 secondes. Cette matinée s'est rejouée dans ma tête pendant tout le trajet vers le motel. Papa, Gérard Dubois, se tenait devant la cuisinière, faisant sauter des crêpes qu'il noyait dans la confiture de figues maison faite avec les arbres du fond. Maman, Catherine Dubois, versait du café noir dans des tasses ébréchées, fredonnant une vieille rengaine française tandis que l'arôme emplissait la cuisine. Loïc Dubois, mon petit frère, s'est traîné vers 10 heures, les cheveux en bataille, attrapant une pile sans un mot avant de s'écrouler sur sa chaise. 10 ans plus tôt, après que grand-père soit tombé d'un AVC dans la grange aux aliments, papa m'avait prise à part et m'avait dit « La ferme, c'est notre sang ». Il le pensait, chaque mot, à l'époque. Il avait commencé à m'apprendre à choisir les espèces de canards à 12 ans, me montrant comment repérer les mulards qui rapportaient le plus cher à l'abattoir. Maman passait ses nuits à la machine à coudre, brodant les logos sur chaque chemise des employés, domaine de la canne, en fil rouge audacieux sur la poitrine. Loïc faisait des blagues pendant le dîner, m'appelant la « future patronne », pendant qu'il prévoyait de vivre des restes. Toute la table éclatait de rire, les assiettes cliquetant, personne n'imaginant une fissure dans nos fondations. La routine quotidienne démarrait avant le lever du soleil. Je me levais à 5 heures pour vérifier les thermostats des hangars, m'assurant que les lampes chauffantes tenaient bon à 35 degrés Celsius pour les canetons. À 7 heures, le premier camion chargeait 200 volatiles destinés aux restaurateurs locaux, les chauffeurs signant les manifestes sous la lumière du lampadaire de la cour. 9 heures sonnait la réunion d'équipe dans le hangar à matériel, 10 paires de mains faisant cercle pendant que je distribuais les feuilles de route et les plannings de nourrissage. Gérard nous rejoignait parfois, adossé au tracteur, hochant la tête en signe d'approbation lorsque les chiffres étaient bons. La saison des fêtes mettait tout en sur-régime. Nous transformions des troupeaux supplémentaires, emballions les magrets pour les chaînes de supermarchés et préparions la fête annuelle de la grange le week-end avant Noël. 60 voisins s'y entassaient, des guirlandes lumineuses au-dessus de nos têtes, 10 oies entières rôtissant à la broche tandis que la fumée s'enroulait à travers la charpente. Gérard prenait le micro chaque année, racontant l'histoire de grand-père qui avait commencé avec 50 canards et un prêt de la coopérative. Les gens applaudissaient, les enfants se poursuivaient entre les bottes de foin, et maman distribuait des parts de tarte aux noix comme si c'était Noël. L'année dernière, les comptes avaient clôturé 15% plus haut que l'année précédente. J'avais imprimé le rapport, l'avais glissé sur la table du dîner, et Gérard avait scanné les colonnes avant d'éclater d'un sourire. Il m'avait ébouriffé les cheveux comme il le faisait quand j'avais réussi un examen important et avait dit que sa fille dirigeait l'affaire mieux qu'il ne l'avait jamais fait. Maman m'avait serré la main sous la table, les yeux brillants de cette fierté silencieuse qu'elle réservait aux grands moments. Loïc avait levé son jus de fruits artisanal en un faux toast, s'attribuant le mérite d'avoir mangé les bénéfices. Même les saisons creuses avaient leur rythme. Le printemps signifiait la commande des poussins au couvoir en Dordogne. L'été amenait la tonte de la parcelle arrière pour contrôler les mauvaises herbes. L'automne signalait les foires de la moisson où nous vendions des rillettes fumées aux touristes. Gérard s'occupait de la maintenance de l'équipement, graissant les vis sans fin et réparant les toits avant que les tempêtes ne déferlent de la côte.
Maman tenait le grand livre du bureau, équilibrant les factures avec les notes d'aliments, arrondissant toujours à la baisse les heures des employés pour donner un petit extra sur la paie. Loïc donnait un coup de main quand ça lui chantait, transportant surtout de la litière ou nettoyant les enclos au jet, puis disparaissait pour jouer en ligne jusqu'à la tâche suivante. Les liens communautaires étaient profonds. La coopérative de Sainte-Livrade partageait les services vétérinaires, et nous échangions de la main-d'œuvre pendant les semaines de pointe. Les voisins avaient déposé des gratins lorsque grand-père était décédé, s'étaient pointés avec des tronçonneuses après le passage de la tempête qui avait arraché les clôtures. Gérard rendait chaque faveur, prêtant le plateau pour les balades en foin ou donnant des volatiles pour le repas de l'église. Maman organisait le projet avicole des jeunes agriculteurs, leur apprenant à mirer les œufs sous sa lampe de bureau. Loïc charmait les juges au concours agricole du canton, remportant des rubans bleus pour une adresse qu'il n'avait jamais pratiquée. Les relevés bancaires arrivaient trimestriellement et je les passais en revue ligne par ligne. Les recettes grimpaient régulièrement, les dépenses, carburant, aliments, services publics étaient prévisibles. Gérard demandait des impressions, étudiant parfois les marges autour d'un café, suggérant que nous étendions la capacité de fumage pour les ventes par correspondance. Maman découpait des coupons pour les céréales en vrac, négociait de meilleurs taux avec le prestataire d'équarrissage. Loïc avançait des idées de produits dérivés, ou dit avec le logo de la ferme, mais ne donnait jamais suite. Les préparatifs des fêtes commençaient en octobre. Nous accrochions la grande pancarte à l'avant, volaille fraîche, commandez maintenant, et prenions des acomptes pour les oies de Noël. La grange recevait une nouvelle couche de badigeons, les tables de pique-nique étaient tirées dehors, les chauffages au propane testés. Gérard répétait son discours, ajoutant de nouvelles anecdotes sur l'année où le troupeau s'était échappé et avait défilé dans la rue principale. Maman faisait des tartes d'essai, ajustant les proportions de la pâte jusqu'à ce que la garniture soit parfaite. Loïc s'occupait de la playlist, mélangeant du rock classique avec tout ce qui buzzait sur les réels Instagram cette semaine-là. Avec le recul, chaque détail correspondait à l'image d'une entreprise bien huilée, bâtie sur la confiance. Les employés restaient des années. Les clients pré-réservaient des saisons à l'avance. Le conseil d'administration de la coopérative m'invitait à parler lors des conférences. Gérard se vantait auprès des fournisseurs que sa fille transformait la terre et les plumes en or. Maman encadrait le graphique des bénéfices sur le mur du bureau, juste à côté de la première quittance de vente de grand-père. Loïc publiait des selfies de la ferme, taguant le compte jusqu'à ce que les abonnés atteignent 5 chiffres. La veille de la conférence, nous avons mangé les restes de cassoulet autour de la table. Gérard a levé son verre de jus de fruits artisanal et a trinqué à une autre année record. Maman a souri doucement. Loïc faisait défiler son téléphone mais a levé les yeux assez longtemps pour hocher la tête. Je croyais que nous étions incassables. 3 générations sous un même toit, une seule mission. La ferme n'était pas que terre et bétail. C'était la preuve que nous étions à notre place ensemble. J'ai eu du mal à franchir la porte sans m'effondrer. Le babyphone était posé sur la table du couloir, sa lumière verte clignotant comme s'il connaissait chaque secret. J'ai appuyé mon dos contre le mur à l'extérieur de leur chambre, le souffle court, et j'ai laissé les voix se déverser, claires comme le jour. Papa a exposé le plan le premier, la voix basse mais ferme. J'ai téléchargé l'application de signature hier soir, imprimé les formulaires, falsifié ton nom. Réunion bancaire impeccable la semaine prochaine. Ça scelle le tout. Maman a hésité, ses mots tremblants à travers le haut-parleur. La fiducie nomme Aurélie seule héritière. Comment contourner ça? Papa a coupé court, rapide. L'avocat extérieur s'occupe de la révocation pour 50 000 € en espèces. Sans poser de questions. Il a continué, détaillant chaque étape. Loïc a déjà signé, il reçoit son chèque de 50 000 € pour la dernière tranche de ses études et se tait. Le sanglot de maman a fendu l'air. Et si Aurélie découvre? Papa a balayé l'objection. Elle est partie à Bordeaux. L'argent arrive sur le compte avant qu'elle ne revienne. J'ai appuyé sur « Enregistrer » sur mon téléphone, les doigts engourdis. 3 minutes complètes de trahison capturées dans un silence numérique. Mes genoux ont flanché, mais je les ai verrouillés, refusant de faire le moindre bruit qui les alerterait à l'intérieur.
L'écoute bébé a capté le froissement de papier. Papa glissant des documents dans une pochette. Maman arpentant la vieille latte de plancher grinçante dont elle se plaignait toujours. Il a détaillé le calendrier. Le virement s'initie. Vendredi, c'est réglé. Lundi, la dette est effacée. Nouveaux comptes offshore d'ici mardi. Maman a chuchoté ses doutes sur la fiabilité de l'avocat, et papa l'a rassuré avec les noms de contacts qu'il avait utilisés pour de plus petites affaires il y a des années. Le rôle de Loïc est revenu sur le tapis, papa lui rappelant que le gamin avait besoin de cet argent pour finir son diplôme sans accumuler les prêts. Je me suis penchée plus près, l'oreille frôlant l'appareil, saisissant chaque nuance. Papa a décrit le scan de ma vieille signature sur des cartes de vœux, l'introduisant dans le logiciel, pratiquant des boucles jusqu'à ce que la correspondance semble impeccable sous la loupe. Maman a demandé pour les témoins et il a expliqué que le notaire lui devait une faveur d'un échange de terrain dans les années 90. Leur plan reposait sur la vitesse, frappée pendant que j'assistais à des panels et des cocktails loin de Sainte-Livrade. La conversation a basculé sur les imprévus. Si la banque signalait quoi que ce soit, papa avait une histoire de secours, moi autorisant à distance en raison d'une surcharge de conférence. Maman s'est inquiétée des traces de mai et il a promis de tout acheminer via un compte éphémère mis en place des mois plus tôt. Loïc fournirait un alibi si nécessaire, affirmant qu'il avait géré la paperasse pendant mon voyage. J'ai stocké le fichier, l'ai étiqueté, preuve 1, et je suis descendu sans faire de bruit. La porte du bureau a cliqué derrière moi. J'ai saisi les dossiers sur le bureau en un seul mouvement. J'ai composé un numéro assez fort pour qu'il m'entende à travers les murs. Je viens de m'enregistrer à l'hôtel, la circulation était terrible, mais je suis installé. L'accusé de réception étouffée de papa est descendu, satisfait. Clé de camionnette en main, j'ai reculé hors de l'allée. Feu de croisement éteint jusqu'à ce que le virage me cache de la vue. L'enregistrement jouait en boucle dans mon esprit, chaque mot creusant plus profondément. Je me suis arrêté 2 kilomètres plus loin sur la route de campagne, les mains tremblantes sur le volant, et j'ai transféré l'audio vers un cloud drive auquel je suis seul à accéder. Plus de retour en arrière possible. L'avenir de la ferme reposait sur la suite. Au moment où j'ai atteint l'autoroute, une stratégie s'était formée. Clara Mercier, ma colocataire d'université devenue experte comptable légiste, était en tête de ma liste d'appels. Elle a décroché à la 2e sonnerie, la voix pâteuse par les quarts de nuit. J'ai craché les bases sans donner de nom, juste assez pour qu'elle m'aide. Elle a accepté de tirer les journaux bancaires immédiatement, pas de questions jusqu'à ce qu'on se voie. Maître Leroy, l'avocat de la famille depuis 2 décennies, a reçu le message suivant. Consultation urgente demain. Intégrité de la fiducie en jeu, il a répondu instantanément, promettant de libérer son calendrier du matin. Le plan se solidifiait kilomètre après kilomètre. Rassembler les preuves, geler les actifs, confronter quand ce serait irréfutable. Je me suis engagé sur la bretelle en direction de Bordeaux, mais les panneaux de sortie s'estompaient à travers une rage montante. Le bruit statique du babyphone résonnait dans mes oreilles longtemps après que le signal se soit estompé. Les calculs calmes de papa. L'obéissance réticente de maman. Le silence cupide de Loïc. Ils avaient scénarisé ma ruine pendant que je faisais ma valise pour un faux voyage. La jauge d'essence était basse. Je me suis arrêté à une station-service ouverte 24h24, j'ai fait le plein et j'ai pris des boissons énergisantes pour rester alerte. Le reçu horodaté le détour. Une autre couche d'alibi s'il vérifiait. Mon téléphone a vibré avec un message de maman. Bon voyage. Je t'aime. Un coup de poignard en temps réel. De retour sur la route, j'ai exposé les étapes à la cabine vide. Étape 1, sécuriser un motel sous le nom de Clara. Payer en espèces. Étape 2, accès à distance aux caméras de la ferme installées après le vol de l'an dernier. Étape 3, recouper chaque transaction mentionnée par papa. La route s'étirait devant moi, mais le but me propulsait maintenant. Les lumières de Bordeaux sont apparues à l'horizon, le néon du motel clignotant, bienvenue. Je me suis garé dans l'ombre, moteur coupé, et j'ai rejoué l'enregistrement une fois de plus. Chaque inflexion confirmait l'intention. Vendre la terre, empocher les millions, me laisser sans rien.
Le sommeil pouvait attendre. La justice commençait ce soir. La clé du motel a gratté dans la serrure à midi. J'ai payé en espèces pour 2 nuits sous le nom de Clara, glissé un billet de 20 € au réceptionniste pour qu'il ignore la vérification d'identité, et j'ai traîné mon sac à la chambre 12, à l'arrière. Porte verrouillée, rideau tiré. Je me suis installé sur la table bancale, ordinateur portable, chargeur, téléphone de rechange acheté à la station-service. À 3 heures précises, j'ai appelé Clara. J'ai besoin des journaux bancaires de la famille, c'est urgent. Elle n'a pas bronché. Donne-moi 30 minutes pour forcer le portail du cabinet, fichier pour 8 heures. J'ai raccroché, fait les 100 pas sur le tapis usé par les années de passage et me suis connecté à l'application de sécurité de la ferme installée après la disparition de 50 canards au printemps dernier. Les caméras couvraient chaque angle. 4 dans le hangar principal, 2 sur le silo à aliments, une surplombant le bureau préfabriqué. J'ai rembobiné jusqu'à 6 heures ce soir-là et j'ai regardé papa entrer avec sa mallette d'ordinateur portable, l'imprimante bourdonnant sous la lampe de travail. Il a étalé des formulaires vierges sur l'établi, a connecté un scanner portable et a introduit des échantillons de mes vieux chèques sortis du coffre-fort. Maman planait près de la porte du hangar, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule vers la maison, les bras croisés fermement. Papa a ajusté la luminosité de son écran, a superposé ma signature à partir d'un bordereau de dépôt scanné et a imprimé 3 copies. Il a pratiqué le coup de stylo 2 fois sur du papier brouillon avant de s'engager sur la demande de transfert officiel, mon nom bouclant parfaitement à travers la ligne marquée « Autorisation de l'héritière ». Loïc est arrivé après la tombée de la nuit dans sa camionnette déglinguée, les phares fendant la poussière. Papa l'a rencontré à mi-chemin, lui a remis une enveloppe épaisse, et ils ont parlé à voix basse près du silo à grains. Loïc a glissé le paquet à l'intérieur de sa veste, a hoché la tête une fois et a démarré en trombe sans entrer dans la maison. Maman est finalement entrée dans le hangar, a fermé la porte coulissante et a aidé papa à collationner la pile dans une pochette cartonnée étiquetée « Document de vente urgent ». J'ai pris des captures d'écran de chaque image, horodatée et en haute résolution, papa alignant la page falsifiée sous la lampe de bureau. Maman initialisant la case témoin. Loïc empochant l'argent liquide. La clé USB a avalé les images une par une, chiffrées avec un mot de passe que je suis seule à connaître. Stockage plein. J'ai éjecté la clé et l'ai glissée dans une chaussette au fond de mon sac. L'email de Clara est arrivé à 7h45, pièce jointe chiffrée, objet, propre. J'ai téléchargé via le Wi-Fi du motel, le cœur battant à mesure que les relevés se chargeaient. Le compte joint montrait des retraits récents correspondant aux habitudes de jeu de papa, plus un nouveau compte d'épargne ouvert au nom de jeune fille de maman. Le portail de prêt étudiant de Loïc reflétait exactement le montant de l'enveloppe. Le flux de la caméra restait en direct. Papa a transporté la pochette jusqu'à la maison. Maman le suivait avec une lampe de poche. Ils ont disparu à l'intérieur, les lumières s'allumant dans la fenêtre de la cuisine. J'ai zoomé sur la caméra du bureau, tiroir de bureau laissé ouvert, imprimante encore chaude. Une autre capture d'écran a saisi le numéro de série de l'appareil, preuve qu'il a produit les faux. Le service en chambre a frappé avec le sandwich que j'avais commandé pour me couvrir. J'ai payé en liquide et j'ai continué à surveiller. Loïc est revenu près de minuit, s'est glissé par la porte latérale et a rencontré papa sur le porche. Un échange rapide, papa lui passant une deuxième enveloppe plus mince, et Loïc est reparti. Maman regardait depuis l'embrasure de la porte, tordant un torchon. J'ai étiqueté les dossiers sur l'ordinateur portable, signature, virement, enveloppe. Chaque fichier rendait l'affaire plus solide. Clara a envoyé un texto de confirmation. Plus de journaux entrant à l'aube, y compris les numéros de routage offshore que Gérard a consultés le mois dernier. J'ai répondu par un pouce levé, puis j'ai basculé sur la caméra de l'allée. Papa chargeait un porte-documents dans sa camionnette. Maman verrouillait la maison derrière eux. La nuit s'épaississait, les grillons bruyant à travers les murs minces. J'ai exporté des clips vidéo de l'application. Papa imprimant à 6h12. Maman témoignant à 6h18. Loïc collectant à 9h47 et 12h03. Horodatage synchronisé sur tous les appareils. Chaîne incontestable. USB sauvegardé sur le cloud,
puis effacé du cache de l'ordinateur portable. Le sommeil n'est jamais venu. J'ai examiné l'emballage du sandwich pour les taches de graisse, essuyé la table et répété les mouvements du lendemain. Clara allait vérifier les registres du notaire. Maître Leroy allait rédiger l'ordonnance de gel. L'horloge du motel brillait en rouge, 2 heures du matin, et les lumières du hangar se sont finalement éteintes. J'ai éteint, caché la clé dans le tiroir de la Bible et fixé le plafond. Chaque pixel me brûlait derrière les yeux. La main ferme de papa. Le regard nerveux de maman. La prise cupide de Loïc. Le faux badge de conférence gisait sur la table de nuit, l'alibi intact. L'aube signifiait la guerre. Une notification de mail a sonné à 2 heures. Clara avait joint un dossier zip étiqueté « Audit de nuit », protégé par le mot de passe de notre ancienne chambre d'étudiants. J'ai décompressé sur l'ordinateur portable, des feuilles de calcul fleurissant sur l'écran en colonne soignée. La ligne supérieure a sauté aux yeux, 50 000 € virés du compte courant personnel de papa vers l'épargne de Loïc, mémo, dernier paiement d'études. J'ai recoupé l'horodatage avec les archives de la caméra. Loïc s'était glissé par la porte latérale à une heure précise, son hoodie remonté, rencontrant maman sous la lumière du porche. Leur chuchotement portait faiblement sur le flux audio. « Cache ça à ta sœur. J'ai besoin de l'argent maintenant. » Maman lui a remis un bordereau de banque, a hoché la tête, et il a disparu dans l'ombre vers sa camionnette. Les notes de Clara signalaient davantage. Papa avait ouvert un nouveau compte professionnel dans une agence de Toulouse le mois dernier, numéro de routage préparé pour de gros dépôts étiquetés, produits de la vente de la ferme. L'historique des transactions montrait des virements d'essai de 100 € dans chaque sens, sont dans les limites avant le grand coup. Le nom de maman apparaissait comme co-signataire, son approbation numérique estampillée la veille après-midi. Un souvenir a flashé, Loïc, me coinçant dans le bureau 6 semaines plus tôt, me demandant 20 000 € pour spéculer sur les crypto-monnaies. Je l'avais rembarré froidement, citant les coûts d'aliments et les prêts d'équipement. Il avait boudé pendant des jours. Maintenant, le puzzle s'assemblait. Papa lui avait promis plus s'il jouait le jeu. L'enveloppe de Pluto correspondait exactement au montant du virement. Clara a envoyé un nouveau message. Dossier de fraude complet. Transmission à Maître Leroy à l'aube. J'ai répondu, merci, puis j'ai ouvert le logiciel de montage. La première couche a chargé le clip du babyphone. Papa détaillant l'application de falsification. Maman questionnant la clause de fiducie. La deuxième couche a synchronisé la vidéo du hangar le montrant en train d'imprimer la page de fausse signature sous la lumière fluorescente. La troisième a inséré la capture d'écran du virement bancaire, le solde du compte de Loïc augmentant du jour au lendemain. J'ai coupé les silences, amélioré la clarté audio. J'ai ajouté des horodatages subtils dans le coin. Les transitions se fondaient en douceur entre les sources, construisant une chronologie de 5 minutes qu'aucun tribunal ne pourrait ignorer. L'exportation a rendu un fichier en haute définition nommé « preuve maîtresse ». L'USB a reçu le montage final. J'ai ensuite téléchargé une copie sur un stockage cloud sécurisé, accessible uniquement par balayage biométrique. L'examen de la caméra a continué. Papa a émergé de la maison à 3 heures, mallette à la main, chargeant des dossiers supplémentaires dans la cabine de la camionnette. Maman a suivi avec un thermos de café, l'embrassant sur la joue avant qu'il ne parte vers l'autoroute. Le véhicule de Loïc est revenu brièvement à 4 heures, se garant derrière le hangar, déchargeant des cartons étiquetés, personnels, avant de repartir. Clara a découvert des pistes plus profondes. L'application de jeu de papa était liée au même serveur offshore gérant le nouveau compte, les pertes totalisant 400 000 € sur 18 mois. Maman avait clôturé son fonds de retraite prématurément, les pénalités levées par une caissière qu'elle connaissait de l'église. Le portail de frais de scolarité de Loïc montrait des soldes en retard effacés quelques heures après l'arrivée du virement. J'ai assemblé la chaîne du mobile. L'addiction de papa avait dégénéré après une mauvaise récolte, des paris placés sur les contrats à terme pour se refaire. Les pertes avaient fait boule de neige, les créanciers appelant, l'équité de la ferme étant le seul actif restant. Maman avait accepté le stratagème pour éviter la saisie de la maison familiale attachée au terrain.
Loïc échangeait son silence contre l'obtention de son diplôme sans huissier. Le montage a marqué une pause pour un café de la machine du motel. Amer, mais nécessaire. J'ai revu le clip image par image. La plume de papa s'arrêtant au milieu d'une boucle. Le doigt de maman tachant l'encre sur la ligne du témoin. Loïc comptant des billets sous la lumière de sa camionnette. Chaque seconde verrouillait le récit plus fermement. La réponse automatique de Maître Leroy a confirmé la réception, l'injonction d'urgence préparée pour 8 heures. Clara a ajouté des scellés légaux au fichier bancaire certifiant la chaîne de possession. Le montage Maître jouait en boucle sans couture, les voix se chevauchant dans une harmonie accablante. L'aube s'est glissée à travers les rideaux, mais l'épuisement a tenu bon. J'ai sauvegardé l'USB sur un deuxième disque caché dans la boîte à gants de la camionnette. Ordinateur portable éteint, chambre balayée pour les traces. Départ prévu pour 6 heures pour éviter la circulation. Le paquet de preuves ne pesait rien, mais contenait tout. Le samedi s'est étiré longuement au motel. Je suis resté scotché à l'ordinateur portable, important le clip Maître dans le logiciel vidéo, superposant des textes qui affichaient « signature falsifiée ». Gérard Dubois, en blanc gras traversant le cadre de la falsification. Transition adoucie par des fondus. Horodatage clignotant en rouge pour l'emphase. Niveaux audio équilibrés pour que chaque mot soit clair sans distorsion. L'exportation terminée. J'ai envoyé le paquet à Maître Leroy avec une seule ligne. Initier le gel de la fiducie à l'ouverture demain matin. Poursuite pour fraude complète ci-jointe. Sa réponse est arrivée en quelques minutes. Accusé de réception. Les roues tournent. Liaison bancaire alertée pour 9 heures précises dimanche, verrouillage. Le flux de la caméra est passé en direct. Papa et maman traînaient des tables pliantes du hangar de stockage, les arrangeant en rangées nettes à l'intérieur de la grange. Des guirlandes lumineuses étaient drapées au-dessus. Ils discutaient du nombre d'invités, débattaient de glacières supplémentaires pour les sodas, les rires résonnant comme si le monde était resté parfait. Papa essuyait la sueur avec sa manche. Maman ajustait les nappes à motifs de petits canards. Loïc est arrivé en milieu d'après-midi, reculant sa camionnette jusqu'aux portes, déchargeant des piles de chaises en plastique. Papa lui a tapoté l'épaule, lui a glissé une autre enveloppe dans la main, et Loïc l'a enfoncée profondément dans la poche de son jean avant d'aider à aligner les broches de rôtissage. Maman leur a passé de la limonade. Tous les trois partageaient des blagues sur le vainqueur du concours de mangeurs de tartes de l'année dernière. J'ai commandé l'enceinte Bluetooth en ligne, haute puissance et résistante aux intempéries, sur un site de grande surface de Bordeaux, avec ramassage en bordure de magasin à l'aube. L'application a confirmé la commande, paiement anonyme via carte prépayée. L'unité promettait une portée de 60 mètres, largement suffisante pour inonder le hangar depuis le coin de la mezzanine. Maître Leroy a envoyé des mises à jour. Blocage de compte exécuté à 9 heures dimanche, avant le début de l'événement. Aucun retrait possible. J'ai fait une capture d'écran de la confirmation, l'ai ajouté comme dernière diapositive, le sceau de la banque et la date d'effet éclatant. La durée du clip atteignait exactement 5 minutes, en boucle pour le test de lecture sans accroc. Les préparatifs du hangar continuaient à l'écran. Papa a testé le système de sonorisation, le microphone hurlant jusqu'à ce que maman ajuste le volume. Loïc a enfilé des lettres de bannière et plan, fête annuelle du domaine de la Canne, à travers la charpente, la graffeuse cliquetant régulièrement. Ils ont goûté des marinades, papa arrosant des échantillons d'ailes sur la flamme au propane. J'ai fait mes valises tranquillement, sac de sport, clé USB, enceinte. Départ du motel prolongé d'une nuit de plus en espèces, l'employé non troublé. Chambre nettoyée de toutes traces, poubelle emballée, surfaces essuyées. Le trajet vers le point de ramassage cartographié, 20 minutes, évitant les routes principales. Le sommeil a réclamé 3 heures. Alarme plate réglée pour 4h30. Les yeux se sont ouverts. Corps alimenté par l'adrénaline. Enceinte récupérée, boîte déchirée sur le parking, appareil chargé via allume-cigare pendant le trajet de retour. Les panneaux de Sainte-Livrade m'ont accueilli à 5 heures précises, la ville encore sombre. Les lumières du hangar brillaient faiblement à travers les fissures.
Je me suis garé derrière le hangar à matériel, me suis glissé à l'intérieur par la trappe latérale et j'ai grimpé l'échelle jusqu'à la mezzanine. Enceinte positionnée derrière des bottes de foin, jumelée au téléphone, volume maximum. Testé avec un murmure, le son a résonné cristallin à travers l'espace vide. La répétition finale s'est déroulée en silence. Clip prêt, doigt planant sur « play ». La voix de papa résonnerait en premier. L'hésitation de maman ensuite. Le chuchotement de Loïc le scellant. Les invités arrivaient à 10h. Le gel frappait à 9h. Le timing était verrouillé. La camionnette tournait au ralenti à l'extérieur. Évasion prête si nécessaire. L'aube a peint le ciel. Les coqs pâles s'agitaient dans leur poulailler. Le hangar était prêt, la famille inconsciente en bas. 10h est arrivé avec les premiers invités. 60 voisins se sont engouffrés dans le hangar. La fumée des canards rôtissant s'enroulait épaisse, la playlist française cognant à travers la charpente. Papa a pris la scène de fortune, microphone à la main. La voix tonitruante de gratitude pour 50 ans de soutien communautaire au domaine de la canne. Les applaudissements ondulaient. Les enfants virevoltaient entre les jambes, les assiettes s'empilaient déjà. J'ai descendu les escaliers de la mezzanine, téléphone connecté, pouce sur « play ». Le fichier de 5 minutes a explosé, papa détaillant le téléchargement de l'application. Maman sondant les failles de la fiducie. Loïc exigeant sa part. Les voix résonnaient de mur à mur. Horodatage d'une netteté cristalline clignotant. La conversation est morte. Les fourchettes ont gelé en plein vol. Les visages se tournant vers les enceintes cachées dans le foin. Le teint de papa s'est vidé, blanc. Le microphone lui a glissé des mains pour s'écraser sur la plateforme. Maman s'est effondrée contre une table, les sanglots la secouant, une serviette serrée sur sa bouche. Loïc s'est précipité par la porte latérale, ses bottes craquant le gravier jusqu'à sa camionnette, le moteur rugissant loin avant que la poussière ne retombe. Maître Leroy est monté sur scène, document levé. Les actifs de la fiducie sont gelés à compter de 9h ce matin. Tous les comptes sont bloqués. Une procédure de fraude a été déposée auprès du tribunal de canton. Les murmures ont enflé jusqu'au halètement. Des téléphones se levaient pour enregistrer la scène. Les voisins se sont déplacés, mal à l'aise, les yeux allants et venant entre les membres de la famille, désormais étrangers. Je les ai affrontés directement. À compter d'aujourd'hui, je n'ai plus de parents, plus de frères. La ferme m'appartient selon le testament de grand-père, et elle le restera. Papa est tombé à genoux sur les planches de bois, plaidant pardon, les mains tendues. Je lui ai tourné le dos, j'ai marché dans l'allée à travers la foule qui s'écartait, personne ne croisant mon regard. Le chaos a suivi à l'extérieur. Les invités sont partis en grappe, les chuchotements traînant, les pneus crissant sur l'allée. Papa était affalé contre le mur de la grange. Maman emmenée par une cousine. Les feux arrière de Loïc disparus depuis longtemps. Maître Leroy a coordonné les gendarmes arrivant pour sécuriser les fichiers du bureau de la maison, les sacs de preuves se remplissant rapidement. 3 mois plus tard, le divorce a été finalisé discrètement en chambre. Papa et maman ont vendu la maison familiale pour couvrir les 400 000 € de dettes de jeu, se rabattant sur un appartement d'une chambre en périphérie de la ville. Le tribunal a ordonné une restitution à partir des actifs restants, la ferme intacte sous la protection de la fiducie. Papa a pris des quarts de nuit à l'usine d'aliments pour animaux. Maman a été serveuse au bistrot, nos chemins ne se croisant jamais. Loïc a disparu. Complètement. Aucune nouvelle adresse. Inscription universitaire abandonnée. Téléphone déconnecté. Des rumeurs le situaient en train de dormir sur des canapés à Toulouse, des petits boulots payant le loyer, mais aucun contact n'est venu. Sa chambre est restée en carton dans le grenier, un rappel intact des choix faits. 6 mois plus tard, les recettes ont grimpé de 25% grâce au nouveau protocole. J'ai embauché un directeur professionnel de la coopérative, mis en place des ventes en ligne directes aux consommateurs, élargi les lignes de produits fumés pour l'expédition nationale. Le personnel a reçu des primes liées à la performance, la loyauté récompensée de manière tangible.
La grange n'a accueilli que des événements contrôlés, les liens communautaires reconstruits sur la transparence. L'épreuve a appris durement que la confiance se gagne par des actions, jamais supposées par le sang. La famille s'effondre sans honnêteté, mais l'intégrité reconstruit plus fort. Je me tenais sur le porche le soir, regardant les troupeaux s'installer, sachant que la terre avait perduré parce que je l'avais protégée. Merci d'être resté à travers chaque rebondissement. Votre temps compte énormément. Laissez vos réflexions ci-dessous. Avez-vous déjà fait face à une trahison si proche? Comment avez-vous reconstruit?